Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle séance régulière à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tenue en ce mardi 22 novembre 2022. On vous présente aujourd'hui un premier résumé avec quelques choix d'extraits de cette séance du Conseil. Alors, avant l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice, on va quand même vous présenter le fruit de notre travail. C'est un plaisir pour moi de présenter le budget 2023 qui est, oui, le fruit d'un travail d'équipe. Un gros travail parce que nous faisions face à un bond majeur de l'inflation, une hausse importante des coûts additionnels découlant des changements climatiques et d'autres enjeux que je vous expliquerai. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué. Le contexte actuel a apporté son lot de défis à l'exercice budgétaire et nous avions tous la ferme intention de répondre à ces impératifs tout en maintenant la grande qualité des services rendus à la population et surtout en respectant la capacité de payer des contribuables. Je ferai donc le survol des dépenses et des revenus, ainsi que l'impact des décisions budgétaires sur le compte de taxes résidentielles moyen. Je couvrirai également la dette, car il y a un coût du service de la dette à considérer dans l'exercice budgétaire annuel. Alors, voici notre budget 2023. Comme vous le savez, les villes ont l'obligation de présenter un budget équilibré. On doit donc considérer les enjeux auxquels on fait face et trouver l'équilibre entre ces enjeux et la réponse aux besoins. Les besoins actuels, mais aussi c'est important de se préparer pour les besoins futurs. Si nous voulons être prêts pour répondre à ces besoins, c'est maintenant qu'il faut commencer à agir. À travers tout ça, et je tiens à le mentionner, c'est l'intérêt des citoyens, de tous les citoyens, qui est au cœur de nos décisions budgétaires. Alors, quels sont ces enjeux que nous devions prendre en considération? Premièrement, ce sera un fait dans quelques semaines, le passage aux 100 000 citoyens que nous franchirons d'ailleurs officiellement lors du prochain décret de la population. Habituellement, c'est publié fin décembre, début janvier. De ce nouveau seuil découlent des actions obligatoires qui ont des impacts sur nos dépenses, et ce, dès le mois de janvier 2023. Deuxièmement, les impacts de l'inflation, tant sur les dépenses que sur les revenus. La dynamique actuelle du marché immobilier a été un troisième intrant à considérer. Nous avons affiché des surplus considérables dans les 2 dernières années, mais des surplus artificiels, des surplus imprévisibles, car directement liés à un marché anormalement effervescent. La surchauffe, la surenchère, la surévaluation, et sans parler de la baisse substantielle de l'inventaire de propriétés disponibles, sont des aspects importants qui ont marqué le secteur immobilier des derniers 24 mois et qui ont généré des surplus non récurrents. D'ailleurs, on sent déjà l'impact de l'inflation sur les transactions immobilières. Également, bien que les citoyens travaillant à Montréal aient recommencé à travailler davantage en présence, le télétravail, surtout le mode hybride, demeure toujours présent. Si le trafic routier est pratiquement de retour au niveau pré-pandémique, l'Autorité régionale de transport métropolitain
estime qu'environ 70 % des usagers du transport collectif sont de retour dans les métros, trains et bus de la région du Grand Montréal. On devait donc considérer cette réalité dans notre planification budgétaire. Finalement, au cœur de nos décisions, nous avons évidemment un souci de cohérence avec notre stratégie de développement durable, ainsi que faire des choix pérennes. Certains choix peuvent être un peu plus chers, mais les bénéfices plus nombreux pour la communauté. Nous avons donc pour 2023 un budget total d'exploitation de 200 200 000, ce qui constitue une augmentation de 8,5 % comparativement à l'an passé, et cette augmentation est largement attribuable aux enjeux qu'on vient d'évoquer. J'irai plus en profondeur dans quelques instants sur les revenus et les dépenses. Cela dit, nous avons réellement cherché à amoindrir l'impact pour le citoyen par diverses stratégies de financement. On mise sur les effets de levier pour maximiser la portée des actions, telles les subventions gouvernementales, les partenariats avec différents organismes locaux et autres. Par conséquent, malgré une hausse de 8,5 %, nous avons une hausse du compte de taxes moyen résidentiel de moins de 3 %, soit 2,95 %. Maintenant, regardons comment cette augmentation se traduit en dépenses. Je vous mentionnais plus tôt l'impact de franchir le cap du 100 000 habitants. Avec ce seuil viennent des dépenses obligatoires, notamment la création d'un bureau de vérificateur général. Les corps de police municipaux doivent fournir un certain niveau de service selon la population qu'ils desservent ou leur localisation géographique. Puisque le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu desservira une communauté de plus de 100 000 habitants, il se devra désormais d'offrir des services de niveau 2, donc son éventail d'intervention est considérablement élargi. Je vous mentionnais plus tôt les impacts du contexte économique. Nous avons mis les principales catégories affectées. Je mentionne notamment la collecte des matières résiduelles qui est plus coûteuse, le carburant qui est plus cher, les frais financiers qui découlent des taux d'intérêt en hausse et l'indexation des contrats arrimés à l'IPC. Nous avons également prévu des dépenses pour concrétiser des projets qui visent à faire de Saint-Jean-sur-Richelieu un pôle d'expérience. Des événements comme Mon Vieux Saint-Jean la nuit, l'International de Montgolfière, la boum de l'été, les aménagements éphémères dans nos endroits publics et autres sont des dépenses prévues au budget. Mais ils sont surtout des investissements pour bonifier notre milieu de vie. La même logique s'applique pour le développement durable. Dans notre stratégie, nous avons 5 chantiers auxquels s'attarder. Le développement durable n'est pas un champ d'action vertical, mais bien transversal. C'est réviser nos façons de faire pour agir de façon durable. Par exemple, plus de pistes cyclables et plus de parcs créent plus de dépenses d'entretien, mais augmentent la santé globale, ce qui, en retour, coûte moins cher à la population. Parlant santé, j'en profite pour parler sécurité de la population, qui est un axe important de dépenses. Des sommes sont prévues pour que nous puissions répondre aux exigences du schéma de couverture de risque, qui est l'ensemble des mesures prises par une municipalité pour assurer la sécurité incendie sur tout le territoire. Le schéma comprend des objectifs d'intervention et des moyens pour les atteindre.
il est établi en fonction des orientations du ministère de la Sécurité publique. Enfin, des investissements sont prévus pour une meilleure planification du territoire au niveau réglementaire et environnemental. Nous travaillons proactivement sur ce dossier, mais nous sommes évidemment tributaires du schéma d'aménagement du territoire de la MRC, puisqu'une nouvelle mouture est due. Et j'ajouterais même est due depuis très longtemps, puisque le schéma d'aménagement du territoire de la MRC date du 25 juin 2004. Alors, on est en attente de la nouvelle mouture. Regardons maintenant la répartition des dépenses par activité. Les travaux publics et la sécurité publique demeurent les activités en tête de liste, ce qui est directement lié à notre milieu de vie. Toujours lié à la nature de notre organisation, comme nous sommes une organisation de service, évidemment, la dépense principale est directement liée à la prestation des services aux citoyens. 49 % de notre enveloppe est dédiée à la rémunération. Maintenant, je survolerai brièvement les revenus. Évidemment, les taxes demeurent la source principale de revenus. J'attire toutefois votre attention sur les droits de mutation. Comme je disais plus tôt, la flambée atypique du marché immobilier a été la principale explication des surplus des 2 dernières années. Sans la dynamique particulière de ce marché, les résultats financiers auraient été très près des prévisions budgétaires. Pour le budget 2023, nous avons donc prévu une croissance plus modérée. Je mentionnais plus tôt que dans les augmentations de dépenses, il y a celles liées à la gestion des eaux et des matières résiduelles. Dans une perspective de revenus, nous avons donc dû faire un ajustement de la tarification liée à ces items. Je parlais également dans les enjeux que l'achalandage vert et de Montréal par autobus n'était pas revenu au niveau pré-pandémie. La réduction du nombre de passagers affecte à la baisse les revenus de la catégorie. La hausse des taux d'intérêt a un impact direct sur nos dépenses, mais également sur nos revenus, puisque les placements connaissent un meilleur rendement. Enfin, les budgets 2023 affichent une hausse des subventions, ce qui est une bonne nouvelle, puisque c'est arrimé à notre volonté de diversifier les sources de revenus. Voici comment le tout se traduit en termes de répartition des revenus. En tant que ville, normal que nos revenus proviennent principalement de différentes taxes, soit les taxes foncières, les enlieux de taxes, les taxes spéciales, les taxes de secteur. Lorsqu'on ajoute les tarifs, on constate que 80 % de nos revenus totaux sont générés par les taxes et les tarifs. Ce n'est pas nécessairement évident sur le tableau. Si vous voulez revenir derrière, pour arriver aux 80 %, c'est 67,8 % de taxes et 12,6 % les tarifs eau, égouts et matières résiduelles. Parlons impact sur la taxation. D'abord, nous avons mis ici, pour votre information, la répartition des revenus de taxes par catégorie d'actifs. On remarque que le résidentiel de 1 à 5 logements génère 58 % des revenus de taxes. Nous avions donc un objectif de limiter la hausse du compte résidentiel moyen afin d'équilibrer la charge fiscale entre les différentes catégories. Alors, comment se traduit le budget en termes de variation du compte de taxes pour une maison unifamiliale? Les 3 prochaines images vont l'illustrer. Pour une valeur moyenne de 346 785,
L'augmentation de 2,95 représente 84 $, excluant les taxes de bassin, les répartitions locales et les anciens secteurs. Pour ce qui est des tarifs, comme je vous mentionnais précédemment, une hausse des frais d'exploitation pour la gestion des eaux et des matières résiduelles, ça nous a amené à devoir ajuster ces tarifs respectifs. Pour l'aqueduc et l'égout, le montant passe de 223 à 257. Le tarif pour la collecte des matières résiduelles et recyclables passe, quant à lui, de 218 à 233. Pour les taux de taxes spéciales, nous avons une baisse de 3 centièmes. Le nouveau tarif est de 0,0229 et il est dédié au plan de conservation. Nous avons réduit la contribution aux infrastructures. Nous avons ici compilé les informations pour faire un récapitulatif. Nous avons simulé le compte de taxes résidentielles moyen de 2022 versus celui qui arrivera en 2023. On voit que la variation des taux de taxation crée une différence de 35 $, alors que celle liée à la tarification engendre une hausse de 49 $ pour un total de 84 $ ou 2,95 %. Comme à l'habitude, les versements de taxes se feront en 4 paiements, soit le 9 février, le 13 avril, le 15 juin et le 14 septembre. Passons maintenant à l'évolution du service de dette, puisque nous en faisons une saine gestion, et c'est ce qui nous permet de bonifier et de mettre à niveau nos infrastructures. Comme vous pouvez le constater, il y a une légère augmentation en 2023, mais elle est surtout due à l'augmentation des taux d'intérêt. J'attire votre attention sur notre ratio d'endettement de 1,59 $ par 100 $ d'évaluation de richesse foncière uniformisée. Ce ratio est sous la moyenne des 11 villes comparables. C'est un indice de santé financière, mais qui recèle aussi sa part d'avertissement. Il est crucial d'investir dans nos infrastructures, faute de quoi le prix à payer, si nous pelletons par en avant, sera trop grand. Rappelons-nous que de corriger dans l'urgence coûte toujours plus cher. Nous avons donc de la marge pour une stratégie d'investissement qui nous permettrait de voir à notre développement durable en maintenant notre saine santé financière. À mon arrivée, j'ai fait plusieurs constats, dont celui que la ville s'est bien transformée au fil des ans. Nous avons plusieurs joyaux, plusieurs réalisations dont nous pouvons être fiers. De belles installations récréatives, culturelles et de plein air. Une saine santé financière. Un milieu de vie sécuritaire et convivial. Mais j'ai aussi fait un autre constat. Malgré ces acquis, il reste encore beaucoup à bâtir. Notre croissance importante a fait émerger, proportionnellement, de nouveaux besoins de société, des besoins légitimes pour le 21e siècle. La démarche de planification stratégique nous a permis de nous retrouver tous, élus municipaux, employés, partenaires du milieu et citoyens, pour définir les sommets que l'on souhaite atteindre d'ici 2033. Cette planification stratégique nous permettra de garder notre focus. Et je suis très fière de faire cette montée avec vous. C'est même un privilège. Nos choix financiers seront donc faits pour miser sur le développement durable, pour le bien-être de la communauté, pour l'expérience citoyenne,
pour appuyer l'émergence de nouveaux secteurs économiques afin de trouver de nouvelles sources de revenus pour financer notre évolution. Et accomplir tout ça porté par des employés qu'on réussit à garder fiers de leur contribution. Je vais terminer plus personnellement en remerciant tous les membres du Conseil qui ont participé à l'exercice budgétaire avec plusieurs questions, plusieurs réponses, plusieurs ajustements. Je veux saluer aussi Mme Annie Germain et Mme Nancy Ferland qui sont dans la salle et qui nous ont bien accompagnés dans ce processus-là, de même que la direction générale, tous les membres de la direction générale ont mis aussi l'épaule à la roue, les directeurs de services à qui on a demandé des efforts parce que pour nous, il n'était pas question d'augmenter la taxe de plus de 3 %. Alors, je peux vous assurer que les efforts qui ont été requis ont été faits. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est ce qui termine la présentation du budget. Et à ce moment-ci, on prendra une proposition pour l'adoption. Je propose. Madame Claire Charbonneau. J'appuie Marco Savard. Monsieur Marco Savard. Il y a une période de questions. Je rappelle que c'est une séance extraordinaire. Alors, les questions ne pourront avoir lieu que sur le budget et les prévisions budgétaires. Dans la seconde séance qu'on aura tantôt, évidemment, ce sera la période de questions habituelle. Il ne semble pas y avoir de questions. Il pourrait y avoir un tour de table, mais je propose à mes collègues de faire la même chose, le tour de table des élus à la deuxième séance. Ça va aller? Parfait. J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de la séance. Je propose Lynne Poitras. J'appuie Mélanie Dufresne. Alors, dûment proposé et appuyé. Merci beaucoup. Monsieur Gabriel Thibodeau, vous aussi, vous y prenez goût, étudiant du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, bienvenue. Merci. M'entendez-vous bien? Très bien. Pour commencer, j'aimerais remercier tout le monde ce soir de venir assister à la réunion, les citoyens puis les conseillers. Alors, bonjour Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. Je me présente, Gabriel Thibodeau, je suis citoyen de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étudie au cégep de notre ville. Aujourd'hui, je vais poser une question sur l'avenir des golfs et boisés dans notre ville, puisque ça me tient à cœur, mais aussi la tournure démocratique de cette situation. Madame la mairesse, vous dites être ouverte à faire un référendum à la grandeur de la ville, ce qui est a priori démocratique. Cependant, M. Savard, vous avez indiqué lors d'une rencontre avec M. Latour que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez en vantant l'efficacité du PPU avec des ateliers. M. Savard, seriez-vous d'accord de proposer un référendum sur l'utilisation du PPU pour donner un choix libre et éclairé à la population québécoise de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour qu'ainsi ce soit la volonté de la population de choisir quoi faire avec les espaces verts? Est-ce que c'est votre question? Puis est-ce que ça se termine là? Oui. Parce que je vais vous répondre. Puis je pense que de toute façon, M. Savard a parlé de cette question-là tantôt quand il va faire son tour de table. Là. Ou si tu veux en parler, OK. Ouais. Là, on a dit qu'on ne se priverait d'aucun outil pour avoir l'approbation de la population. Mais à ce moment-ci, alors qu'on est au début des travaux du PPU,
Moi, je ne veux pas prendre aucun engagement sur la suite des choses. Il va y avoir des travaux en atelier. On est très loin de la coupe aux lèvres. Il va y avoir la présentation des... Je pense que je vais laisser... je m'en allais dans tes affaires, M. Savard. Alors, je vais te laisser terminer avec M. Thibodeau. Bien, M. Thibodeau, votre question est bonne. Juste rectifier quelque chose. Par exemple, je n'ai pas souhaité qu'il n'y ait pas de référendum. Ce n'est pas ça du tout que j'ai dit. J'ai tout simplement dit que ça ne sera peut-être pas nécessaire si on fait des démarches correctement, comme un peu Mme la mairesse vient de dire. On est au début de la démarche du PPU. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés dans ce processus-là. Puis c'est l'avantage du PPU. Donc, on veut vraiment sensibiliser les citoyens. Puis les citoyens nous présentent leur intention avec les premières démarches qu'on a faites, entre autres le sondage. La semaine prochaine, la première semaine de décembre, on va justement rencontrer des citoyens. Je vais en parler au moment du conseiller. On va rencontrer des citoyens pour leur expliquer les résultats du sondage. Ça va nous apporter une nouvelle réflexion. Puis tranquillement, pas vite, arriver à construire quelque chose dans la collectivité, ce que les désirs des citoyens. Donc, idéalement, c'est qu'on ne se rende pas à un référendum pour la raison suivante, ça coûte aussi beaucoup d'argent à la Ville. Donc, idéalement, dans mes orientations, dans ma vision, c'est d'arriver avec un résultat d'acceptabilité sociale pour l'ensemble des idées qu'on va avoir créées ensemble. Fait que c'est tout simplement ça que ça voulait dire. Mais pourquoi vous ne voulez pas un référendum? Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de référendum. Ça veut dire que le référendum va être considéré comme d'autres outils qu'on a aussi en urbanisme. Ça ne veut pas dire ça. Moi, je ne veux pas prendre cet engagement-là à ce moment-ci. OK. Ça va? Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de cette nouvelle séance régulière du Conseil tenue le mardi 22 novembre 2022. Commentaires, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com.